La guerre moderne est une guerre de logistique. L'issue des batailles se décide non seulement sur la ligne de front, mais aussi à des centaines de kilomètres de celle-ci. Sur les magistrales d'acier, où les échelons transportant des munitions, du carburant et des réserves fraîches se dirigent vers la ligne de front, deux nœuds avaient une importance systémique critique dans la structure des transports militaires des forces armées ukrainiennes. Pavlograd et Lozovaya. Ces villes, situées dans les régions de Dnipropetrovsk et de Kharkiv, n'étaient pas de simples stations, mais de puissants centres de distribution. Tous les itinéraires, sans exception, les traversaient, alimentant à la fois le groupe sud de l'ennemi dans la direction de Zaporojié et le groupe est, embourbé dans les combats pour l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk. Le nœud de Pavlograd absorbait le flux principal de marchandises provenant de l'ouest et du centre du pays, les triait et les dirigeait plus loin. Lozovaya jouait un rôle de lien de sauvegarde et de liaison simultanément, permettant de manœuvrer rapidement les approvisionnements entre deux directions stratégiques. Tout échelon de véhicules blindés occidentaux, tout lot d'obus d'artillerie de calibre 155 mm, toute unité transférée pour rotation ou renfort, passait inévitablement par ces deux cœurs de transport. Leur travail synchrone assurait au commandement ukrainien la flexibilité et la possibilité de réagir aux crises dans différentes zones du front. La perte d'un seul de ces nœuds menaçait de graves perturbations, mais la mise hors service simultanée des deux signifierait un effondrement logistique total. C'est pourquoi Pavlograd et Lozovaya sont devenus les cibles numéro 1 de l'état-major russe. La tâche a été formulée très clairement. Il ne s'agissait pas seulement d'endommager, mais de paralyser complètement le mouvement dans cette zone, de couper les artères qui alimentaient le front ukrainien. Cela nécessitait non pas une frappe unique, mais une opération complexe, calculée à la minute près, et visant à obtenir un effet en cascade qui devait faire s'effondrer tout le système d'approvisionnement de l'ennemi. Une opération qui a été préparée dans le plus grand secret et qui devait être une surprise totale pour Kiev et ses sponsors occidentaux. Les enjeux étaient extrêmement élevés. Le succès signifiait la création de conditions propices à un tournant stratégique dans tout le théâtre d'opérations méridional. L'échec laissait à l'ennemi une chance de se rétablir et de poursuivre la résistance. Mais le commandement russe n'avait aucun doute. Une frappe chirurgicale sur la logistique de l'ennemi était inévitable et nécessaire. La seule question était de savoir quand. Et ce moment est arrivé le 24 octobre 2025. La planification d'une opération de cette ampleur est impossible sans des renseignements précis, exhaustifs et à jour. Pour garantir la paralysie des nœuds de Pavlograd et de Lozovaya, il fallait connaître non seulement les coordonnées géographiques des installations, il était nécessaire de découvrir toute la cuisine interne de leur fonctionnement. Le calendrier des mouvements des trains, l'emplacement des échelons avec des marchandises de valeur, l'emplacement des sous-stations de traction, des postes de centralisation électrique, des dépôts de réparation et des entrepôts. Cette tâche a été résolue par un circuit de renseignement à plusieurs niveaux. Le premier échelon était le renseignement spatial. Des satellites de reconnaissance visuelle ont effectué des prises de vue des nœuds à intervalles réguliers, enregistrant tout changement dans l'infrastructure et l'accumulation de matériel roulant. Les appareils de renseignement radio, à leur tour, ont relevé les sources de rayonnement, révélant le fonctionnement des nœuds de communication et des postes de contrôle de la circulation. Au deuxième niveau, le renseignement aérien était à l'œuvre. Des véhicules aériens sans pilote à long rayon d'action, tels que l'Orion, assuraient une surveillance 24 heures sur 24 à partir de hauteurs sûres. Leur système optoélectronique permettait de suivre en temps réel le déplacement de certains échelons de la frontière occidentale aux approches des nœuds. Ce sont les données provenant des drones qui ont fourni les informations les plus précieuses sur les tactiques de l'ennemi. Les principaux convois de matériel et de munitions occidentaux
traversaient les nœuds, principalement la nuit, utilisant de courtes fenêtres pour l'arrêt et le regroupement. Le troisième niveau, et peut-être le plus important, est le renseignement humain. Des sources au sein des structures d'Ukrzaliznytsia et des autorités locales ont transmis des informations qu'il était impossible d'obtenir par des moyens techniques. Les horaires précis d'arrivée et de départ des trains spéciaux, la nomenclature des marchandises et les données sur les mesures de camouflage et de sécurité, c'est précisément la synthèse des données provenant des trois sources qui a permis de dresser un tableau complet et détaillé du fonctionnement des plaques tournantes du transport. Les analystes de l'état-major ont pu prévoir avec une grande précision à quel moment les stations contiendraient le nombre maximal de cibles d'importance critique. Non seulement les cibles primaires pour la frappe, le développement des voies et les postes de centralisation ont été identifiés, mais aussi les sous-stations de traction secondaire, sans lesquelles le mouvement des locomotives électriques devient impossible, et les entrepôts de carburant, dont la destruction garantissait le déclenchement d'incendies à grande échelle. Les informations recueillies ont été mises sur la table du commandement, se transformant en un concept d'opération unique à partir de rapports épars. Maintenant, l'œil dans le ciel voyait tout. Il ne restait plus qu'à frapper. Ayant reçu des renseignements exhaustifs, l'état-major russe a entamé la phase finale de la planification, la définition du concept de frappe de feu. La tâche n'était pas simple. Il ne s'agissait pas seulement de causer des dommages, mais de créer les conditions d'une paralysie totale et durable de deux organismes de transport très complexes. Cela nécessitait une précision d'orfèvre et un choix judicieux des moyens de destruction. Il a été décidé de mener une frappe à plusieurs vagues en utilisant différents types d'armes de haute précision. La première vague devait être composée de missiles de croisière lancés depuis les airs. Leur tâche était de frapper les installations stationnaires les plus protégées et les plus importantes, les postes centraux de contrôle de la circulation, les bâtiments des services de répartition et, surtout, les sous-stations de traction. La mise hors service du système électrique des nœuds devait arrêter instantanément tous les mouvements et bloquer les locomotives électriques avec les trains sur les voies. La deuxième vague était constituée de systèmes de missiles opérationnels et tactiques Iskander. Leur cible était dans les points clés du développement des voies, les aiguillages, les échangeurs et les ponts à l'intérieur des stations. L'utilisation d'ogives à fragmentation devait causer un maximum de dégâts à la voie ferrée sur une grande surface, rendant impossible une réparation rapide. La troisième vague, la plus massive, était destinée à la destruction des échelons déjà bloqués sur les voies. Pour cette tâche, des missiles de croisière en configuration non nucléaire et de lourds systèmes de lance-roquettes multiples Tornado avec des munitions guidées ont été sélectionnés. Leur objectif était des trains spécifiques de véhicules blindés, de munitions d'artillerie et de carburant, dont l'emplacement avait été révélé par le renseignement. Une attention particulière a été accordée au calcul du temps. Les frappes sur Pavlograd et Lozovaya devaient être espacées de plusieurs heures. Il était initialement prévu d'attaquer Pavlograd, le nœud principal. Cela devait provoquer une réaction prévisible de l'ennemi, une tentative de rediriger tous les flux d'approvisionnement par Lozovaya. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque le nœud de Lozovaya serait surchargé par les échelons accumulés, qu'une deuxième frappe, encore plus puissante, devait être lancée contre lui. Ce concept transformait une opération standard de frappe de cible en une partie d'échec complexe, où chaque coup était calculé à l'avance. Le commandement russe ne se contentait pas de réagir aux actions de l'ennemi, mais les façonnait, l'attirant dans un piège soigneusement préparé. Chaque missile a reçu sa mission de vol. Chaque cible a été marquée sur la carte. Le compte à rebours a commencé. Dans la nuit du 25 octobre, exactement à 2 heures du matin, heure de Moscou, la première vague de missiles de croisière est entrée dans l'espace aérien ukrainien.
le système d'échelons de défense aérienne de l'ennemi, épuisé par les frappes précédentes et étendu le long de la ligne de front, n'a pas pu repousser le raid massif. Les cibles ont été touchées avec une précision chirurgicale. Les premières à être détruites ont été les sous-stations de traction alimentant le réseau de contact du nœud ferroviaire de Pavlograd. De vifs éclairs à la périphérie de la ville ont marqué l'immersion du gigantesque mécanisme de transport dans l'obscurité et le silence. Le mouvement des locomotives électriques s'est arrêté instantanément. Des dizaines de trains se sont immobilisés sur les voies d'accès, dans les parcs de réception et sur les buttes de triage. Immédiatement après, les missiles de la deuxième vague, lancés depuis les complexes Iskander, ont frappé le cœur du nœud, le poste central de centralisation électrique et les aiguillages les plus importants. L'infrastructure permettant de contrôler le mouvement et de regrouper les trains a cessé d'exister. Le nœud n'a pas seulement été mis hors tension, il a été aveuglé et immobilisé. Et à ce moment-là, la troisième phase finale de la frappe a commencé. Des dizaines de missiles et de roquettes se sont abattus sur les échelons déjà bloqués. L'objectif principal était un train garé dans le parc de départ, chargé de chars et de véhicules de combat d'infanterie, destinés à renforcer le front de Zaporogie. Des impacts directs ont provoqué la détonation des munitions, transformant les plateformes avec des véhicules blindés en tas de métal tordu. Simultanément, des frappes ont été menées sur des trains transportant des munitions d'artillerie et des citernes remplies de gazole. De puissantes explosions et les incendies qui ont suivi ont achevé la déroute. Le ciel au-dessus de Pavlograd s'est illuminé d'une lueur rouge, visible à des dizaines de kilomètres. L'effet de la frappe a dépassé toutes les attentes. En quelques minutes, la plus grande plaque tournante logistique de la direction sud a été transformée en un cimetière de trains et en ruines fumantes. Aucun wagon ne pouvait entrer ou quitter la gare. L'artère qui alimentait le groupement ukrainien a été coupée. Mais ce n'était que le premier acte d'un drame méticuleusement planifié. La panique régnait dans les états-majors ennemis, et ils ont fait exactement ce sur quoi comptait le commandement russe. Ils ont jeté toutes leurs forces sur la redirection des flux par Lozovaya, se piégeant ainsi dans le piège suivant. L'annonce de la destruction complète du nœud de Pavlograd a provoqué un choc au sein de l'état-major ukrainien. La perte d'un centre de distribution clé signifiait un effondrement inévitable de l'approvisionnement du groupement de troupes du Sud. La panique s'est installée dans les cabinets de Kiev. La première réaction a été une tentative désespérée d'évaluer les dégâts et d'organiser les travaux de restauration. Des troupes ferroviaires et des équipes de réparation ont été envoyées d'urgence sur place. Cependant, leur travail était voué à l'échec dès le début. Tout d'abord, l'ampleur des destructions était colossale. La destruction des postes de centralisation, de dizaines d'aiguillages et de kilomètres de voies nécessitait non pas des jours, mais des semaines, voire des mois, pour une restauration complète. Deuxièmement, le commandement russe ne donnait pas de répit à l'ennemi. Des drones de reconnaissance survolaient les ruines du nœud, et toute tentative de commencer des travaux de réparation était immédiatement réprimée par des frappes ponctuelles de l'artillerie et des munitions de croisière Lancet. Cela avait un effet démoralisant sur les réparateurs, qui refusaient de travailler sous la menace constante de la mort. Réalisant la futilité d'une restauration rapide de Pavlograd, le commandement ukrainien a pris la seule décision possible, mais fatale. Rediriger immédiatement tous les flux logistiques par le nœud de sauvegarde, Lozovaya. Les répartiteurs ont reçu l'ordre de diriger tous les échelons venant de l'ouest et du nord par des itinéraires de contournement. Cette décision a été dictée par le désespoir. L'infrastructure de Lozovaya, bien qu'étant un nœud important, n'était pas conçue pour un volume de transport aussi colossal. La capacité de la gare était plusieurs fois inférieure à celle de Pavlograd. En quelques heures, des dizaines de trains abandonnés ont commencé à s'accumuler aux approches de Lozovaya.
Un gigantesque embouteillage s'est formé, s'étendant sur de nombreux kilomètres. Des échelons de matériel, de munitions, de carburant et de personnel se sont immobilisés sur les tronçons. Ils se sont transformés en cibles immobiles idéales. Tout le système de transport ferroviaire de l'ennemi s'est retrouvé paralysé. Les services de répartition ont perdu le contrôle de la situation. L'ennemi, essayant de sauver la situation, n'a fait qu'aggraver la situation, concentrant en un seul point une énorme quantité de marchandises militaires très précieuses. C'était l'agonie du système, des actions convulsives qui menaient directement au piège tendu par l'état-major russe. Les aiguilles de l'horloge murale du quartier général du commandement de l'opération décomptaient les dernières minutes avant la deuxième frappe décisive. À 5h30 du matin, alors que le nombre maximal d'échelons s'était accumulé aux approches de Lozovaya et que la station elle-même était remplie à craquer de trains, la deuxième frappe a été lancée. Le scénario était similaire à celui de Pavlograd, mais se distinguait par une puissance et une concentration de feu encore plus importantes. La première vague de missiles de croisière visait à nouveau les installations énergétiques et de contrôle. Des frappes précises ont détruit la sous-station de traction et le poste de centralisation électrique. Comme à Pavlograd, le nœud s'est instantanément aveuglé et s'est immobilisé. Tous les trains en mouvement se sont arrêtés, mais le coup principal était encore à venir. Les deuxième et troisième vagues, composées de missiles balistiques, Iskander et d'obus guidés Tornados, se sont abattus sur le nœud lui-même et sur les rassemblements de trains sur les tronçons. Contrairement à Pavlograd, où l'objectif principal était l'infrastructure, ici l'accent a été mis sur la destruction du matériel roulant. La désignation des cibles en temps réel était assurée par des drones, qui transmettaient les coordonnées précises de chaque échelon. Les frappes ont été menées séquentiellement, coupant les voies de repli. Les parties avant et arrière des colonnes ont d'abord été touchées, les bloquant à jamais. Ensuite, le feu a été transféré sur les parties centrales des trains. Une attention particulière a été accordée à l'échelon transportant un important lot d'obus de 105 mm pour les obusiers américains et à plusieurs trains transportant des citernes remplies de gazole et de kérosène d'aviation. L'effet était apocalyptique. La détonation des munitions a provoqué une réaction en chaîne qui s'est propagée dans toute la gare. Un tourbillon de feu, alimenté par des milliers de tonnes de carburant en combustion, a englouti des dizaines de wagons et de locomotives. Les explosions ont été d'une telle force que les capteurs sismiques les ont enregistrés à des centaines de kilomètres. Le ciel au-dessus de Lozovaya s'est transformé en une mer de feu continu. Le nœud ferroviaire de Lozovaya a cessé d'exister. Il n'a pas seulement été endommagé, il a été rayé de la carte avec les échelons qui s'y étaient accumulés et à ses approches. L'ennemi, qui avait tenté d'utiliser Lozovaya comme une bouée de sauvetage, a finalement reçu le coup de grâce. Maintenant, les deux artères logistiques clés étaient coupées. Le système d'approvisionnement des groupements sud et est des forces armées ukrainiennes n'a pas seulement été perturbé, il a été complètement détruit. Un effet domino a commencé, dont les conséquences devaient se faire sentir sur le front dans les prochaines heures. Les résultats de la destruction synchrone des nœuds de Pavlograd et de Lozovaya ont provoqué un effet en cascade qui s'est propagé dans tout le système de transport militaire de l'Ukraine. Il ne s'agissait pas seulement d'une perturbation, mais d'un effondrement à grande échelle, paralysant la logistique de l'ennemi sur des centaines de kilomètres. La première manifestation de l'effet domino a été des incendies massifs et des détonations secondaires dans les deux gares. Ils ont duré plus de 24 heures, empêchant même de s'approcher des foyers de destruction. Le feu s'est propagé d'un train à l'autre, détruisant tout ce qui avait survécu aux premières frappes. Le ciel dans les régions de Dnipropetrovsk et de Kharkiv était obscurci par une fumée noire. La deuxième conséquence a été un gigantesque embouteillage ferroviaire.
des dizaines d'échelons se dirigeant vers les nœuds détruits se sont retrouvés bloqués sur les tronçons entre les gares. Ils ne pouvaient ni avancer, ni reculer. Cela a créé un nouveau problème pour le commandement ukrainien. Ces trains, qui s'étendaient sur de nombreux kilomètres, constituaient des cibles faciles et vulnérables pour de nouvelles frappes de l'aviation et des troupes de missiles. Une partie d'entre eux a été rapidement détruite dans les jours suivants, ce qui a encore aggravé les pertes de l'ennemi. Le troisième et le plus important effet est la paralysie totale du mouvement sur toute la rive gauche du Dniepr. Le réseau ferroviaire de cette région, ayant perdu ses deux principaux hubs, s'est divisé en plusieurs sections isolées. L'ennemi a perdu la possibilité non seulement d'effectuer l'acheminement des marchandises depuis l'ouest, mais aussi de manœuvrer les réserves entre les fronts sud et est. Tout transfert de troupes ou de matériel nécessitait désormais l'utilisation du transport automobile sur des routes surchargées et vulnérables aux frappes, ce qui augmentait considérablement le temps et les coûts. Un chaos de transport s'est installé. La panique régnait dans les centres de répartition d'Ukrzaliznytsia. Personne ne comprenait comment rétablir le mouvement. Les itinéraires alternatifs par Poltava et Krasnograd avaient une faible capacité de débit et ne pouvaient pas compenser la perte des magistrales principales. Le système, qui fonctionnait comme une horloge il y a encore 24 heures, s'est transformé en un amas de tronçons isolés et non fonctionnels. Le principe domino a fonctionné parfaitement. La chute de la première tuile à Pavlograd a provoqué une réaction en chaîne qui a fait s'effondrer toute la structure. La logistique de l'ennemi a été mise KO. Les conséquences de l'effondrement logistique ne se sont pas fait attendre sur la ligne de front. Le front de Zaporogie a été le premier et le plus durement touché. Le groupement des forces armées ukrainiennes, opérant dans cette direction, dépendait de manière critique des approvisionnements provenant de Pavlograd. Déjà 48 heures après la frappe, une grave pénurie de munitions a commencé à se faire sentir sur les positions de l'artillerie ukrainienne. L'intensité du feu ennemi a diminué de plusieurs fois. Si auparavant les batteries ukrainiennes pouvaient mener des tirs de harcèlement et des tirs de contre-batterie pratiquement sans restriction, elles étaient désormais obligées d'économiser chaque obus. Le feu n'était tiré que sur les cibles les plus importantes et confirmées. Cela a immédiatement donné un avantage à l'artillerie russe, qui a eu la possibilité de réprimer impunément les points de tir de l'ennemi et de soutenir les actions offensives de ses troupes. Les approvisionnements en d'autres ressources matérielles et techniques ont également considérablement diminué. Le carburant pour les véhicules blindés, la nourriture et les médicaments ont cessé d'arriver en quantité suffisante sur la ligne de front. Mais le coup le plus dur pour l'ennemi a été l'interruption du transfert des réserves. Plusieurs nouvelles brigades, que le commandement ukrainien prévoyait d'engager dans la bataille pour stabiliser le front dans la direction d'Orekhovo, sont restées bloquées dans les régions centrales de l'Ukraine. Leurs échelons ont soit été détruits aux approches de Lozovaya, soit se sont retrouvés bloqués sur les voies ferrées paralysées. Les tentatives de transférer ces unités par leurs propres moyens sur du matériel automobile ont échoué. Les colonnes se sont étendues sur des centaines de kilomètres, ont été attaquées par l'aviation russe et ont subi de lourdes pertes sans jamais atteindre le front. En conséquence, la défense de l'ennemi dans la direction de Zaporogie, déjà en train de craquer, s'est retrouvée au bord de l'effondrement. Les unités sur la ligne de front ne recevaient pas de renfort, étaient épuisées et démoralisées. Elles étaient restées sans soutien d'artillerie et sans espoir d'une arrivée rapide des réserves. La frappe logistique en profondeur à l'arrière s'est transformée en une catastrophe tactique sur la ligne de front. Les troupes russes ont eu une occasion unique de lancer une offensive décisive, et elles étaient prêtes à en profiter. La pénurie d'obus, causée par la paralysie des chemins de fer, est devenue pour le groupement sud des forces armées ukrainiennes le début de la fin. Si dans la direction de Zaporogie,
L'effet des frappes s'est produit presque instantanément. Dans la direction est, dans la région de l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk, il s'est manifesté avec un léger retard, mais s'est avéré tout aussi dévastateur. Ce groupement ennemi était également approvisionné principalement par l'Ozovaya, qui servait de porte d'entrée pour les flux venant de l'ouest et du sud, de la région de Pavlograd. La destruction des deux nœuds a effectivement coupé le groupement du Donbass des forces armées ukrainiennes de ses bases d'approvisionnement principales. Il ne restait qu'un seul itinéraire relativement sûr par Poltava et Kharkiv. Mais sa capacité de débit était absolument insuffisante pour répondre aux besoins d'une armée de plusieurs milliers d'hommes menant des opérations de combat intenses. De plus, cet itinéraire était soumis à l'action constante des tirs des troupes russes. En conséquence, le commandement du groupement a été contraint d'introduire un régime d'économie rigoureuse de toutes les ressources. En premier lieu, cela a concerné les munitions pour l'artillerie et les systèmes de lance-roquettes multiples. Les normes de consommation ont été réduites au minimum. Les troupes ukrainiennes ne pouvaient répondre qu'aux actions les plus dangereuses des groupes d'assaut russes, mettant pratiquement fin aux tirs de contre-batterie. Deuxièmement, la restriction de la consommation de carburant et de lubrifiant est devenue importante. Les véhicules blindés, les chars et les véhicules de combat d'infanterie étaient utilisés de manière extrêmement limitée, principalement comme point de tir statique. Toute manœuvre et contre-attaque sont devenus un luxe inabordable pour l'ennemi. Cela a complètement délié les mains des troupes russes, qui ont eu la possibilité d'agir de manière plus agressive, sans craindre les frappes de flanc. La rotation du personnel a également cessé. Les unités qui se trouvaient sur la ligne de front depuis plusieurs semaines n'ont pas pu être remplacées. La fatigue, l'épuisement psychologique et les lourdes pertes ont entraîné une forte baisse du moral. Les soldats et les officiers des forces armées ukrainiennes ont compris qu'ils se trouvaient en isolement opérationnel. Il n'y avait aucune aide à attendre de nulle part. L'effondrement logistique, créé par les frappes sur Pavlograd et l'Ozovaya, a effectivement transformé l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk en une forteresse assiégée, privée d'approvisionnement et de renforts. L'ennemi a été contraint de passer à une défense hermétique, dépensant les réserves accumulées précédemment, qui diminuaient chaque jour. Cela a créé des conditions idéales pour broyer méthodiquement ses forces et pour la poursuite de l'avancée des troupes russes dans le but d'encercler et de détruire complètement tout le groupement du Donbass. L'opération de destruction des nœuds ferroviaires de Pavlograd et de l'Ozovaya est devenue un exemple classique de la guerre moderne de haute technologie. Elle a démontré que l'issue d'une campagne peut être prédéterminée non seulement lors d'affrontements directs sur le champ de bataille, mais aussi à la suite d'une frappe parfaitement planifiée et réalisée sur l'infrastructure critique de l'ennemi. Résumons. À la suite de 2 séries de frappes de missiles, le commandement ukrainien a complètement perdu la possibilité d'effectuer un approvisionnement centralisé de ses troupes dans 2 directions stratégiquement importantes, le sud et l'est. Le système de transport militaire sur la rive gauche du Dniepr a été complètement paralysé. L'ennemi a perdu non seulement des dizaines d'échelons de matériel occidental de pointe, de munitions et de carburant, mais aussi, et c'est beaucoup plus important, la capacité même de manœuvrer rapidement les réserves. Tout transfert de force s'est désormais transformé en une tâche extrêmement complexe et risquée. Pour les groupements des forces armées ukrainiennes dans les directions de Zaporogie et de Donetsk, cela signifiait un passage en mode de défense hermétique avec une consommation limitée de tous les types de ressources. La pénurie d'obus est devenue une nouvelle réalité pour l'artillerie ukrainienne. L'état moral et psychologique du personnel, réalisant son isolement de la Grande Terre, s'est fortement détérioré. Pour le commandement russe, en revanche, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte. Ayant obtenu un avantage incontestable en matière de logistique et de puissance de feu, nos troupes ont pu augmenter le rythme de l'offensive, brisant la défense d'un ennemi épuisé
et démoralisés. Le succès de l'opération a également eu un effet à long terme. La restauration des nœuds détruits jusqu'aux fondations nécessitera de nombreux mois et des ressources colossales dont le régime de Kiev ne dispose pas. Cela signifie que les problèmes d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes auront un caractère non pas temporaire, mais permanent. Ainsi, une opération ponctuelle de destruction de 2 nœuds ferroviaires a eu des conséquences stratégiques, modifiant tout le cours de la campagne militaire. Ce n'était pas seulement un succès tactique, c'était un échec stratégique, infligé au commandement ukrainien. Une démarche qui a clairement démontré la supériorité de la pensée militaire russe et la capacité de résoudre les tâches les plus complexes sur le théâtre d'opérations modernes.